Du 14 au 31 mai, les accueils de la Caisse d'allocation familiale seront fermés. Selon la direction de la CAF, cette mesure est nécessaire pour permettre un traitement plus rapide des demandes. L'accueil sur rendez-vous sera assuré uniquement pour les personnes qui ont reçu un courrier du service social, pour ceux qui souhaiteraient effectuer une demande d'RSA, pour les situations d'extrême urgence ou pour ceux qui ont déjà un rendez-vous fixé avant l'annonce de la période de fermeture. L'accueil téléphonique reste ouvert, où les bénéficiaires de l'allocation sociale pourront joindre leur conseiller du lundi au vendredi de 7h30 à 13h et les lundis et jeudis de 14h30 à 17h. Les bornes interactives de la CAF resteront également à disposition. Pour la prise de rendez-vous ou plus d'informations, il suffit de téléphoner à la Caisse d'allocation familiale ou envoyer un courrier sur le site internet de la CAF. Le site est aussi un outil qui permet de suivre les dossiers et accomplir certaines démarches sans effectuer de déplacement. La réouverture de l'accueil de la Caisse d'allocation familiale est prévue pour le 31 mai. L'association ADI accompagne les petits entrepreneurs en proposant des solutions de financement et des formations pour les aider à créer et gérer leur micro-entreprise. Pour développer sa mission, l'ADI recherche des chargés d'accompagnement bénévoles. Pour être bénévole à l'ADI, une des compétences importantes est le sens de l'écoute, car il faudra accompagner les auto-entrepreneurs et pour cela, comprendre l'intégralité du projet. On recrute des chargés d'accompagnement bénévoles qui peuvent donner une demi-journée par semaine de leur temps parce qu'ils ont des compétences à partager. Les compétences, ça peut être de l'informatique, ça peut être de la comptabilité, ça peut être du développement commercial. C'est essentiellement pour aider et soutenir les entrepreneurs et plus particulièrement les micro-entrepreneurs qu'on a financés et qui rencontrent des difficultés pour mener à bien leur comptabilité et développer leur activité. Eugène Déo, sage-femme, est bénévole à l'ADI depuis plus d'1 an. Sa fonction au sein de l'association est de suivre les porteurs de projets dans le dispositif Créa Jeunes, un dispositif qui concerne les jeunes entre 18 et 33 ans qui aimeraient monter leur entreprise. L'ADI leur permet de suivre 6 semaines de formation qui pourront aboutir à un microcrédit. Tant que bénévole, Eugénie les accompagne durant ce parcours. Ce qu'il y a d'intéressant dans le bénévolat, c'est justement ces relations humaines en fait, qui se mettent en marche. En fait. Donc on voit un jeune qui évolue et pour arriver à monter son projet, je vais faire en sorte que tu y arrives. Non, c'est un échange entre deux personnes et c'est ça qui est intéressant en fait. Du coup, à la fois j'apprends et à la fois je vois le jeune qui évolue et c'est ça toute ma satisfaction. À chaque année, l'ADI reçoit la visite de plusieurs porteurs de projets. Avec le soutien de l'association, l'auto-entrepreneur Mike Rodrigues a réussi à construire son entreprise de lavage d'auto à domicile. Après avoir suivi 6 semaines de formation, il a élaboré son business plan qui a abouti à un financement de 2 000 € qu'il rembourse en plusieurs parcelles de 46 €. On sait que c'est difficile au niveau des financements auprès des banques et des subventions, donc ça prend trop de temps et l'ADI nous a facilité. Donc en 2 mois, j'ai pu percevoir un prêt, donc j'ai pu aujourd'hui acheter les matériaux qu'il me fallait et j'ai déjà commencé l'activité. L'association ADI a un siège à Saint-Laurent et un sur Cayenne. Plusieurs entreprises sont nées grâce à son soutien et les financements. Le taux de remboursement des prêts est de plus de 97%. L'ADI compte à ce jour avec une équipe de 15 bénévoles actifs. Des banquiers, des comptables, informaticiens, entrepreneurs et d'autres. Le nombre d'auto-entrepreneurs augmente en Guyane et pour cela, il est nécessaire que plus de personnes s'engagent. Ce mercredi, l'ADI organise de 17h à 19h une rencontre pour ceux qui souhaiteraient apporter une contribution à l'association en tant que bénévole. L'ADI se trouve à la cité Cabassou de Cayenne, au bâtiment F. Le boulevard Jublain, plus que jamais fréquenté avec l'ouverture du nouveau bureau de poste. La clientèle cayennaise est désormais reçue dans des locaux spacieux et modernes.
Situé dans le bâtiment qui abritait l'ancienne librairie AJC, cet espace d'accueil qui changera les personnes habituées à patienter de longs moments. L'espace est plus lumineux, plus spacieux. Et puis également, il y a un travail, je dirais, de pédagogie avec les clients. Voilà, on a, par exemple, ce matin, donc les clients qui sont accueillis dès l'entrée du bureau de poste, on leur demande évidemment s'ils ont une carte permettant de faire leur retrait aux automates, ce qui leur évite d'aller jusqu'au guichet. Donc pour certains, ils ont la carte mais ils n'osent pas, donc on les accompagne aux automates. Pour certains, ils ne se rappellent plus de leur code, donc on peut leur demander une réattribution de code. Voilà, donc c'est tout un travail aussi auprès de ces clients pour leur permettre d'être plus autonomes et d'aller sur les automates libre-service extérieurs en plus qui leur permettent d'avoir le service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Désormais, on est ouvert l'après-midi, on est ouvert en continu entre midi et 2, donc tout est fait pour pouvoir permettre une meilleure accessibilité de ces clients et une organisation aussi différente de nos agents pour pouvoir accompagner les clients vers ces automates et être plus autonomes. Il faut également noter que c'est une évolution du centre-ville en général, avec le déplacement de l'activité commerciale vers ce secteur. Les commerçants du quartier voient d'un bon œil l'arrivée de nombreux clients potentiels. En principe, ça va créer du mouvement. Donc il y aura foule. Et je pense que ça va grossir le chiffre d'affaires. C'est clair que le fait qu'il y ait la poste, ça valorise vraiment la boulangerie. Puis en même temps, ça permet aux gens de pouvoir consommer. Et puis en même temps, au même moment, ils vont à la poste. Donc c'est assez intéressant pour les deux parties. Puisqu'on voit très bien que par rapport aux autres jours, où est-ce que la vente se passe bien, mais on voit très bien qu'il y a vraiment une influence par rapport. On voit beaucoup de personnes du jour au lendemain. Donc. Bien sûr, comme toute nouveauté où ça va brasser beaucoup de monde, ça va nous occasionner énormément d'avantages et d'inconvénients, c'est vrai. Le parking, entre autres, qui a été dont l'ouverture a été faite en début d'année 2014, j'espère sera bénéfique aussi par rapport à l'ouverture de cette poste. Et où les gens seront assez sérieux justement pour aller s'y parquer en quelque sorte, parce que là au niveau de la circulation elle-même, je crains qu'il y ait par contre des petits accrochages. Après, les retombées pour nous en tant qu'entreprise qui justement ont besoin de tout un tas de monde pour, entre autres, je ne sais pas si je peux le dire, une auto-école, Donc, nous le souhaitons effectivement nous apporter du positif, nous apporter de la clientèle, montrer tout notre professionnalisme et essayer d'accueillir les gens du meilleur que l'on pourra. Conçu selon la configuration de l'accueil et du conseil qui est désormais la norme du réseau, l'établissement Poste de Jublin propose 3 distributeurs automatiques de billets à l'intérieur du bureau et 6 à l'extérieur, ainsi que les différents automates habituels pour les dépôts de chèques et affranchissements. Un nouveau concept en fait, espace service client. Vous voyez donc au niveau du concept, si vous avez connu CPRU, on a donc là des guichets dédiés avec une ligne guichet bancaire, des îlots dédiés pour tout ce qui est opération courrier rapide. Et puis on a aussi des produits en libre service, donc c'est quand même un concept complètement différent, avec plus d'automates également. Donc on teste un petit peu le principe. L'établissement devrait donc voir diminuer les interminables files d'attente pendant la période de paiement d'allocation. Tous les 3 mois, le Centre communal d'action sociale organise une réunion d'information collective en faveur des seniors. Ce matin, il était question du sommeil. Mieux comprendre et appréhender son sommeil, des éléments de réponse apportés par le docteur géatre Sabrine Briolant. Les troubles du sommeil ne se prennent pas à la légère, ils existent. Par contre, il est important de savoir que des fois, on se plaint de mal dormir, mais ce n'est pas une véritable insomnie. Donc il faut faire la différence entre ce qui est une véritable insomnie et ce qui n'est pas une insomnie. Ensuite, lorsqu'on a une insomnie, il faut en premier faire de la prévention et avoir une bonne hygiène de vie. Donc on a expliqué qu'il fallait dès le matin se lever à heure régulière, aller si possible à la lumière extérieure, sortir, avoir une activité physique, surtout le matin, c'est très important, avoir une alimentation saine et équilibrée et ensuite lorsqu'on va se coucher,
prévoir une période de transition, de détente entre le moment d'activité et le moment du sommeil. J'espère qu'elles ont compris les points importants, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie et de faire de la prévention pour le sommeil et d'éviter au maximum les somnifères. Bien sûr, des fois, cela est nécessaire, de prendre des somnifères, mais si on peut les éviter, c'est quand même mieux. Le sommeil prend des rides au fil des années après 50 ans. Outre le vieillissement normal, le sommeil se modifie, au niveau de sa qualité comme de sa rythmicité. Les seniors se plaignent des nuits écourtées, d'une mauvaise qualité, des troubles de sommeil. Cette réunion leur a permis de connaître les astuces pour mieux faire face aux difficultés et d'être informés sur les pathologies liées au sommeil. Les explications étaient très bien. Ça m'a plu, ça m'a rappelé beaucoup de choses que je vais mettre en pratique. Parce que c'est pas que je ne dors pas, je me couche à 22h, je me réveille parfois à 5h du matin et j'ai du mal à me rendormir. Alors je vais refaire ce qu'elle a dit, pour mettre un petit peu de calme, et puis pour essayer de redormir, pour me réveiller à quand même à 6h du matin, parce qu'il faut que je m'occupe de mes petits-enfants. Il faut parler, faut faire comme la dame, comme cette réunion qui a été faite, il faudrait qu'elle soit faite au moins dans toutes les communes. Oui, parce que les gens, bien souvent, ils comprennent que c'est l'âge qui vous amène là. Maintenant, parfois c'est le physique et tout. Eh oui, j'étais bien content. C'est important de savoir comment gérer son sommeil. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous savez comment gérer votre sommeil? Habituellement, je dors bien, mais ça m'arrive une fois sur deux que le sommeil me quitte. Ben, ça dépend, peut-être ce jour-là, j'ai eu un petit problème, effectivement. Donc c'est pourquoi cette réunion m'a permis de savoir que selon les conditions que je me mets pour dormir, donc ça me permettra de mieux dormir. Et donc cette réunion était importante pour moi. Depuis hier, les services de la clinique Véronique fonctionnent au ralenti. Selon les grévistes, près de 20 salariés ont démissionné en moins de 2 mois. Les principales causes du mécontentement sont les retards récurrents des salaires et des mauvaises conditions de travail. Bien sûr, on n'arrive pas à recruter du personnel uniquement parce que les gens, ils arrivent, ils restent 24 heures et ils nous disent « Ah non, moi je ne travaille pas dans ces conditions-là, je m'en vais ». Et ça fait des années que ça dure. Alors cette grève, c'est un coup de semence que les salariés de la clinique Véronique donnent au groupe Kappa parce que nous avons des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements et des conditions de travail qui sont pitoyables. Alors les dysfonctionnements, ils sont récurrents. Donc le dysfonctionnement majeur, c'est les salaires qui ne sont pas versés en temps et en heure. D'accord ? Donc la direction s'était pourtant engagée à verser les salaires tous les 3 du mois. On est aujourd'hui le 6, on n'a toujours rien. Alors que nous, on ne se fait pas supplier pour faire le travail. Ensuite, ce travail-là, souvent, il est fait dans des conditions qui ne sont pas très bonnes. Et pour le patient, et pour le soignant, et aussi pour les médecins, qui se retrouvent des fois à avoir pas des états d'âme, mais des cas de conscience en se disant, si jamais je pratique telle et telle opération, est-ce que j'aurai suffisamment de personnel pour pouvoir surveiller mon malade ? Hier, une rencontre a eu lieu entre les salariés et le principal actionnaire du groupe Kappa. Mais aucune solution n'a été apportée. Donc en général, il est coutume que normalement il reçoit une délégation, etc. Mais sauf que cette fois-ci, les salariés, on a dit que si c'est pour encore une fois qu'ils puissent nous endormir, on s'est dit non. Cette fois-ci, il faudra qu'ils s'adressent aux salariés directement. Donc ça ne s'est pas très bien passé parce qu'on a assisté à un directeur général qui nous a fait un monologue. Et dès lors où on a voulu dialoguer avec lui, il nous a dit, eh ben oui, pour moi ce sera un monologue. Et puis il s'est levé et il est parti. Ce sont des problèmes qui sont récurrents. Ce n'est pas la première fois que ça se passe et à chaque fois que le directeur vient, il est toujours soi-disant étonné. Le directeur d'ici, il n'a aucune autonomie. Il n'a aucune autonomie. Il est obligé de demander à chaque fois au groupe Kappa en métropole, qui eux ont une vision bien particulière de la gestion de cette clinique-là et qui est souvent en inadéquation totale avec ce qui se passe ici. Une lettre de la part des salariés sera adressée aux différentes institutions publiques telles que l'ARS, la préfecture et le Conseil général, dans le but d'expliquer la problématique et essayer de trouver des solutions. Près de 150 salariés sont concernés par les difficultés. Les services de la clinique reprendront normalement dès demain. Mardi a eu lieu la première opération conjointe franco-surinamienne de la lutte contre la pêche illégale.
L'action s'est déroulée à la limite ouest des eaux du département. La Marine nationale a travaillé aux côtés de la nouvelle force de garde de côte du Suriname. Les deux objectifs principaux étaient surtout l'entraînement et le partage des techniques de contrôle, ainsi qu'une patrouille visible de part et d'autre de la future délimitation maritime entre les deux États. Au cours de l'opération, les deux bâtiments ont contrôlé conjointement un navire de pêche illégal surinamien, qui était dans les eaux françaises. Le navire n'était pas en action de pêche, mais 28 poissons, environ 120 kilos, ont été retrouvés à bord. Les gendarmes maritimes ont relevé l'infraction et la suite du contrôle a été effectuée par la garde de côte du Suriname, qui ont accompagné les pêcheurs jusqu'à la sortie des eaux françaises. Selon la préfecture de la région Guyane, cette première opération conjointe ouvre un nouveau chapitre de la coopération internationale dans la lutte contre la pêche illégale, en plus des échanges d'informations avec les autorités surinamiennes qui continuent de se développer. On prépare les médicaments, les traitements des patientes. Eugénie est sage-femme pour la HAD, l'hospitalisation à domicile en Guyane, depuis 2 ans maintenant. 8 heures, sa tournée matinale commence. Ce jour, direction Remiremont-Joly, où elle rencontre sa première patiente, Julbette, enceinte de 39 semaines. La HAD intervient dans des champs variés, selon 3 modèles de prise en charge. Elle peut en premier lieu apporter des soins ponctuels, en alternative ou en complément au MCO. Eugénie travaille en obstétrique, elle s'occupe majoritairement de grossesse à risque. La plupart du temps, en Guyane, on retrouve souvent les menaces d'accouchement, les patients qui ont des menaces d'accouchement prématurées. On retrouve également des patientes qui ont un diabète gestationnel, donc un diabète pendant la grossesse. On a également des patientes qui font de l'hypertension pendant la grossesse. En général, ce sont vraiment ces 3 pathologies-là qui reviennent le plus souvent. L'hospitalisation à domicile répond à une demande générale et croissante de prise en charge à domicile de la part des patients comme des aidants. Une tendance qui devrait s'amplifier à l'avenir. Outre le bien-être du malade, le maintien à domicile permet en effet d'éviter la désocialisation des personnes et plus généralement des personnes fragiles. Ça m'arrange pour voir si le bébé elle va bien ou si elle va mal. C'est ça qui m'intéresse. Si le bébé elle porte bien ou... J'ai quelqu'un qui vient me voir à la maison et puis il fait tout pour moi. Même si je veux aller voir un médecin, il appelle des soins pour moi et puis je pars. Être soigné à domicile constitue en effet, pour l'immense majorité des malades, un confort moral et matériel indéniable. Cette demande de domicile s'exprime très fortement pour les soins palliatifs. Pour les aidants, l'AHD évite de supporter les inconvénients de l'hospitalisation classique, à savoir trajet, domicile-hôpital, ticket modérateur, forfait journalier, promiscuité et autres. Par rapport aux autres formes plus légères de prise en charge à domicile, elle apporte une aide matérielle et psychologique notable. En fait, j'apprécie beaucoup le domicile parce que ça nous permet vraiment de voir la réalité du terrain, enfin la réalité dans laquelle les gens vivent. Souvent, quand on est à l'hôpital ou dans une autre structure, on a tendance à donner un peu tous les mêmes conseils à toutes les patientes. En fait, à domicile, on se rend compte que certains conseils ne peuvent pas être appliqués par certaines patientes parce que tout simplement, elles n'ont pas forcément la possibilité de les appliquer suivant le contexte dans lequel elles vivent. Donc du coup, effectivement, je rentre dans l'intimité des gens, mais dans un sens, c'est intéressant aussi pour pouvoir adapter au mieux les soins. Et je pense que la plupart des patientes ça leur dérange pas en fait qu'on rentre dans leur intimité parce que justement elles sont rassurées du fait d'être suivies à la maison, c'est plus facile. Souvent le problème qui se retrouve, c'est que quand elles sont hospitalisées, il n'y a personne pour garder les enfants. Donc je pense qu'elles préfèrent en général qu'on vienne à la maison. Effectivement, on rentre dans leur intimité, mais au moins elles savent qu'elles peuvent être là, s'occuper de leurs enfants, faire leurs affaires tranquillement. Au-delà des réponses potentiellement adaptées à certains besoins sanitaires, sociaux et financiers, les soignants HAD rentrent dans l'intimité des patients. Ce jour-là, Eugénie a parcouru des centaines de kilomètres et visité 11 patientes. Passant d'un décor à l'autre, elle vit la réalité guyanaise. Tous les jours voit et se confronte à cette mixité sociale.
L'as du quotidien, exténué par son travail, ce long week-end est idéal pour se ressourcer. Beaucoup apprécient la chaleur et le soleil. Et pour ce faire, direction les criques, carbets, auberges et plages de Guyane. On a autant de choses qu'ailleurs, c'est juste que le Guyanais même ne s'intéresse pas à ce qu'il y a vraiment à faire en Guyane. Mais quand on fait certaines brochures ou des sites, d'ailleurs il y a un site que je connais, Bonticoté, sur le net, propose de superbes excursions sur la Guyane. C'est vrai que tout le monde cherche à s'évader, donc Matiti Paradise c'est un endroit je dirais très agréable, donc c'est vrai que les gens viennent profiter ce jour-là. Un long week-end pour profiter au mieux du pays, avec un autre état de conscience, des moments délicieusement reposants. C'est la première fois en tout cas que je vais pouvoir profiter du cadre magnifique de la faune et de la flore. D'habitude, je suis toujours sur la route, donc la forêt je la vois de loin. Donc ça veut dire que par exemple cette fois-ci je vais pouvoir faire des randonnées, visiter le zoo, ce genre de choses. Je ne connais pas trop bien les endroits, donc j'ai mon guide. Je crois que je vais à Fond-Gassier, je crois, c'est ça. Donc je crois que c'est une crique, on va pouvoir profiter de la journée et du soleil. Et puis samedi, dimanche, c'est sortir avec les amis, toujours de la détente. Toujours de la détente. Quand le soleil se couche, nos vacanciers savourent la lumière des longues soirées. Selon le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, le groupe a vécu un enfer durant l'organisation de la Coupe du monde de football au Brésil. Le Français, qui se rendra à nouveau le 18 mai sur place, a insisté sur le fait que ce n'est pas la FIFA qui organise le mondial au Brésil, mais le Brésil qui organise le mondial dans les 12 villes. Nous soutenons le Brésil pour assurer que cela soit un succès, parce que toute la FIFA est basée sur le succès de la Coupe du monde. Si le mondial est un échec, si nous avons un problème, nous, FIFA, sommes mal, a-t-il avoué. Le 21 mai, la FIFA devra recevoir les stades pour la période d'utilisation exclusive, qui lui permettra d'installer, entre autres, tous les systèmes nécessaires pour la transmission des matchs. Normalement, cela aurait dû être fait en décembre. Malgré les retards, le secrétaire général reste positif. Je ne dis pas que tout sera fini, a-t-il avancé, citant un exemple, le stade de Cuiabá. Les chantiers des stades du Mondial 2014 ont fait leur 9e victime. Un ouvrier âgé de 32 ans est décédé dans le stade de Cuiabá après avoir été électrocuté alors qu'il travaillait sur l'installation d'un réseau de télécommunications. Selon les informations, l'homme était pourtant vêtu d'un équipement de sécurité spécifique. Les travaux ont été suspendus le temps de mener des investigations. C'est le premier décès à déplorer dans ce stade, l'un des plus en retard avant le début de la compétition le 12 juin. De nombreux sièges et câbles électriques doivent encore y être installés. En novembre 2013, un accident de grue avait coûté la vie de 2 ouvriers dans le stade de São Paulo. L'enceinte était à nouveau endeuillée fin mars pour un 3e décès après la chute de 8 mètres d'un travailleur. 3 autres accidents mortels ont frappé le stade de Manaus pour des chutes en février et en décembre 2013. Ou causés par le choc avec une pièce métallique en février dernier. Le premier drame s'était produit en juin 2012 sur le stade national de Brasilia. Certains y viennent pour la promenade, d'autres pour admirer le paysage. Adossée en front de mer à Cayenne, la place des Amandiers est le lieu prisé par les joueurs de boules et de dominos. Le domino, c'est cabestra. C'est une façon d'enrichir le cerveau, de façon à être ce qu'on est, puisque nous, on nous appelle exactement des retraités, mais nous considérons que nous sommes en grandes vacances avec un contrat indéterminé. Un contrat indéterminé pour ces retraités qui fréquentent le lieu tout au long de l'année. Parfois, on y rencontre même des champions. L'entraînement, c'est intéressant parce que ce sont des gars qui ont joué beaucoup. Donc maintenant, ils ne jouent plus, mais leur savoir-faire m'aide beaucoup. Entre 17h et 20h, la place des Amandiers s'adonne aux loisirs. Lieu de détente fort agréable où chacun trouve son plaisir. Je suis habitant de Cayenne, alors c'est un lieu très agréable. Très superbe, la place des Amandiers. Je prends le plaisir à les regarder, à grimacer quand ils perdent.
Et c'est pour merci qu'ils jouent. Hein. C'est pas pour de l'argent. Hein. Et quand même, ils sont fâchés. Bon ou mauvais perdant, amateur ou professionnel, ce qui compte avant tout, ce sont ces moments de partage.